Bienvenue sur ce plateau de Business Inside, cet espace qui a été dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, d'où elles viennent, leur parcours, mais qu'elles nous disent aussi où elles veulent aller, quelles potentialités de développement elles peuvent trouver dans un univers qui est quand même aujourd'hui avec la conjoncture très incertaine au niveau conjoncturel bien sûr, mais au niveau structurel aussi. On voit ça avec Frédéric Messiaen. Bonjour. Bonjour. Président de Lonsdal. Tout à fait. Lonsdal, un nom célèbre dont on ne sait pas forcément que c'est une agence de communication spécialisée dans le branding, dans la marque, quoi. Dans la protection, la création et le développement des marques. Exactement. C'est une belle marque. C'est une belle marque qui défend le monde des marques, qui aujourd'hui, de manière d'ailleurs pas si paradoxale que ça, est devenu un actif pour les entreprises extrêmement important, dans un monde qui se mondialise et dans lequel tout se multiplie, parfois avec peu de différence, peu d'aspérité. Le fait d'avoir une marque, c'est-à-dire de savoir se faire repérer, distinguer et accessoirement de créer de la valeur, devient un sujet extrêmement important pour quasiment toutes les entreprises. Lonsdal est une entreprise qui a 60 ans. Qui a 60 ans. Qui est encore indépendante aujourd'hui. Enfin, elle est indépendante dans vos mains, mais est indépendante. Elle est indépendante, même si on se fait accompagner depuis quelques années par deux fonds d'investissement qui nous ont rejoints il y a quelques années. Mais vous avez résisté à toutes les sirènes des grands groupes de publicité qui voulaient s'étendre un peu partout. Oui, en fait, et c'est une chance parce que on est quand même dans une époque, mais je vous apprends évidemment rien, dans laquelle c'est pas tellement le changement qui est notoire que sa vitesse. Et donc, on a dû s'adapter d'une manière extrêmement rapide, dans des cycles extrêmement courts. Et le fait d'être indépendant, de pouvoir décider en quelques jours avec beaucoup de liberté de notre destin, nous a permis d'être, à mon avis, plus performants que nous l'aurions été en étant dans une structure plus importante. Gérer la marque, s'occuper de la marque, c'est un terrain très large. Qu'est-ce que vous faites très précisément ? Vous inventez des marques, vous protégez des marques, vous les développez. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, on pose une question toute bête à tous ceux qu'on rencontre, qui est en quoi le monde serait différent si tout d'un coup, là, par hypothèse, vous n'existiez plus. Et sans donner aucun nom, évidemment, mais parfois les réponses sont très compliquées à trouver. On a tous des exemples en tête d'offres, de produits ou de services qui sont indistincts, c'est-à-dire qui ne se distinguent pas les unes des autres. Et donc, il est extrêmement important d'aider nos clients à trouver chez eux, parce que la vérité, elle est chez eux, leur aspérité, leur différence, à nous, leur vision, leur rapport au monde, qui fait que ce monde ne serait pas tout à fait identique si ces marques-là n'existaient plus. Donc la marque, elle est dans leur ADN. C'est ce que vous dites. Oui, la marque, aujourd'hui, elle est au croisement de deux droites. Une qui vient verticale, son ADN, d'où je viens et où est-ce que je vais, et l'autre qui est son rapport au monde, c'est-à-dire aux grands enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, parfois technologiques, qui viennent impacter le monde. Quand vous regardez aujourd'hui les grandes marques, au sens même financier du terme, dans les classements qui sortent, les 5 premières sont des marques qui n'existaient pas il y a 20 ans. Toutes les grandes marques du digital n'existaient pas il y a 20 ans. Donc la technologie a révolutionné l'univers de l'entreprise, des marques. Aujourd'hui, les enjeux sociétaux révolutionnent également les marques. On le voit sur la défense notamment des minorités. Après, il y a des débats bien sûr. Enfin voilà, donc les marques, c'est à la confluence de ce que je suis et de là où je veux aller, et puis de là où le monde m'attend dans ces grands enjeux. C'est pas forcément homogène, toutes ces lignes de force là que vous décrivez. Elles convergent dans votre discours, elles convergent, mais elles sont parfois contradictoires. Satisfaire le marketing à court terme, c'est pas forcément satisfaire la contrainte environnementale. Non, alors d'abord... Comment on fait ? D'abord, c'est difficile. 2, et c'est une grande chance où ça justifie le fait que des agences comme les nôtres existent, parce que si c'était trop facile, les marques le feraient elles-mêmes. Non, ce qui est intéressant, c'est la marque, c'est le temps long. Une marque, ça ne se construit pas. D'ailleurs, c'est un des grands sujets qu'on a avec nos clients dans des délais de 6 mois à 1 an. Ça, c'est le monde de la communication. Le monde de la marque, c'est ce qui guide à long terme, c'est comme pour un individu qui a structuré sa vision et sa vie pendant de très longues années. Et donc on essaie à nos clients d'essayer de leur faire concilier ce temps court, qui est le temps marchand, le temps de la consommation, et ce temps long, qui est le temps de la construction. Et quand on regarde les très grandes marques, elles ont su évoluer en restant elles-mêmes. C'est un peu le guépard, c'est cette fameuse citation « il faut que tout change pour qu'un ne change ». Les marques doivent se renouveler en permanence, mais rester elles-mêmes. Ou sinon les marques se perdent, et les marques qui se perdent sont les marques qui disparaissent. C'est vrai que les marques automobiles, il y en a beaucoup qui sont restées quand même, et qui continuent de rouler. Aujourd'hui, même s'il y en a qui ont disparu. Oui, mais il y a des nouvelles qui sont apparues. Exactement, Tesla n'existait pas il y a 10 ans. Tesla n'existait pas il y a 10 ans, mais même les GAFAM, globalement, là, on n'est pas dans l'automobile, n'existaient pas il y a 10 ans. Et donc, du coup, les marques qui étaient des marques historiques doivent, pour résister, mais en même temps, la marque est aussi, et c'est important de le souligner, un facteur de résistance. C'est une réassurance pour le consommateur. Grande difficulté, exactement. Reste parce que la marque reste. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des marques, et je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont cessé complètement de produire et de vendre pendant 4 ou 5 ans,
et pourtant les marques étaient toujours autant à l'esprit des consommateurs 5 ans après. Donc une marque a une espèce de comme un grand paquebot, elle va sur son air, et comme une résilience ou comme une étoile qui continue à briller alors qu'elle a même disparu. Ouais. Sauf que c'est fragile parfois. C'est fragile, exactement. Hein, on peut l'abîmer. On peut l'abîmer. Rarement de façon irrévocable. Il n'y a pas d'exemple de marque qui n'ait pas survécu à des erreurs. Volkswagen a survécu à un scandale mondial. Exactement. Première entreprise d'automobile, elle a survécu à un scandale mondial. Elle a peut-être impacté le changement de moteur chez tous les autres constructeurs automobiles, mais elle a survécu. C'est vrai. Et en fait, probablement que si jamais la marque n'avait pas été aussi forte depuis aussi longtemps, mais elle a aussi survécu presque à ses débuts, qui était une marque un peu controversée à sa naissance. Mais le fait d'avoir réussi à construire dans la durée, à nouveau dans la durée, fait que une marque peut aussi servir, c'est pas son objectif principal, de parachute dans des cas un peu plus difficiles. Perrier a survécu. Perrier à une catastrophe. À des catastrophes. Mais il y a beaucoup de raisons de marques alimentaires qui ont survécu à soit des catastrophes, soit des évolutions qu'elles n'avaient pas anticipées, notamment d'attente de consommation sur les problématiques de filière, par exemple, le manger bio. Alors, est-ce que le manger bio, est-ce que les marques génériques, est-ce que les grands hypermarchés ne sont pas des menaces forte pour les grandes marques? Je ne pense pas, d'abord parce qu'on travaille pour les uns et pour les autres. En fait, il y a une sorte d'interaction, au fond, assez vertueuse, où il y a une espèce de chacune se pousse dans ça. Vous savez que les marques de distributeurs, c'est à peu près en général 50% de leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le consommateur, en fait, fait une concurrence plutôt sereine entre qui sera le plus bio, qui affichera le plus de contrats de filière, qui sera le plus vigilant sur un certain nombre de sujets. Meilleure traçabilité, etc. Oui, et c'est au fond assez vertueux. Oui. Comment est-ce que vous travaillez alors? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider nos clients, nous, parce que la vérité, à nouveau, je le répète, elle est chez nos clients. D'abord, comme le ferait un psy, d'essayer de les faire parler sur ce qu'elles sont vraiment, fondamentalement. On a travaillé pour un client qui est dans l'univers de la banque de détail. Vous connaissez le marché aussi bien que moi, qui est quand même attaqué par ce qu'on appelle les néobanques. Donc l'offre de banque de détail en France, vous prenez les 5 plus grandes marques sur le marché et vous essayez de savoir qu'est-ce qui différencie de l'offre de la marque A, de la marque B, de la marque C. Je parle de banque de détail. Très honnêtement, c'est très compliqué. Et pourtant, si on veut qu'une marque résiste, c'est-à-dire qu'elle apporte... Il faut qu'elle ait sa personnalité. Il faut qu'elle puisse y répondre en une phrase. Ouais. En une phrase. Ouais. Si jamais l'offre de ma banque n'existait plus, il manquerait ça au monde. D'accord. Et tant qu'une banque, mais c'est vrai pour l'ensemble des marques, donc c'est ça que vous protégez, c'est ça que vous travaillez. C'est ça qu'on essaie de faire émerger dans le corps de l'entreprise, auprès de ses dirigeants, mais pas que, parfois c'est auprès de son corps social, de l'ensemble de ses collaborateurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la marque employeur joue un rôle d'ailleurs extrêmement important, d'embarquer. D'ailleurs, c'est peut-être le point le plus important. Vous avez raison. Aujourd'hui, la marque, son grand changement entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, c'était un support de marketing et de communication. Aujourd'hui, la marque, c'est un support de management qui permet d'encapsuler pour un dirigeant d'entreprise l'ensemble de ces sujets et d'embarquer toutes ces parties prenantes autour de cette idée de marque, de manière générale, mais ça touche le marketing, la communication, la supply chain, le sourcing, la stratégie produit. Le jour où je regardais une marque très nouvelle, assez récente, qui fabrique des chaussures de sport, ils ont pris dès le départ la voie de la chaussure de sport écologique, très bio. Ils font un carton. Ils ont fait tailler des croupières aux grands leaders mondiaux. Donc c'est extrêmement important d'embarquer l'entreprise, ses clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs, enfin l'ensemble de ces parties prenantes autour de cette vision de marque à nouveau. C'est-à-dire intégrer toutes les tendances nouvelles. Et puis voilà, donc, et nous, un de nos boulots, c'est d'essayer d'identifier ce qu'on appelle les bas bruits, c'est-à-dire que les grandes tendances, pas encore aujourd'hui assez évidentes, qu'on essaie d'analyser dans le monde entier, pour dire à nos clients, attention, et on peut se tromper bien évidemment, là il y a une tendance, et on pense que celle-ci elle va peser lourd demain, donc comment faites-vous pour l'intégrer dès aujourd'hui? Est-ce qu'un homme peut devenir lui-même une marque? Je ne pense pas qu'aux hommes politiques. Un homme peut... à un acteur de cinéma. Quand on regarde une marque, ça se distingue par un ensemble de signes, notamment graphiques, mais pas que, qui permettent d'être identifiés. Il y a beaucoup, je ne sais pas à qui vous pensiez, mais de comédiens effectivement qui travaillent. Il y avait une grande créatrice de mode qui a fait une expo il y a pas longtemps, qui expliquait dans la presse qu'elle avait dès ses 25 ans
travailler sur ce qu'elle appelle, elle, son look, mais en fait, c'est son aspect de marque, pour pouvoir être repéré par les journalistes, dans les reportages télévision, etc. Bien sûr. Et en homme politique, pour ceux qui le savent assez bien, le premier homme politique qui est devenu une marque était un roi, Louis XIV, qui a créé à nouveau un logotype, des rituels, pour façonner ce qu'on appelait à l'époque une légende, et finalement Saint-Simon en a bien parlé, mais qui est dans les mêmes logiques que celle qu'on utilise aujourd'hui pour créer une marque qui serait un produit. Il y a un site internet pour en savoir davantage, parce que là, on a plutôt mis en appétit. Exactement. C'est lonsdaltoutcourt.fr. Entreprise d'origine française. Écoutez, merci beaucoup. Merci de votre invitation.